Le conseil municipal peut commencer. Madame Maes va procéder à l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Eck Jeanne. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Présent. Madame Sarkissian Daïda. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Najarian Marlène. Monsieur Bertoursini Franck. Madame M. Elodie. Monsieur Friani Laurent. Madame Gauda Christiane, représentée par Monsieur Bertoursini. Madame Bourgeois Ginette, représentée par Madame Reveste. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maël Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Madame Bouron Valérie. Monsieur Moinel Anis, représenté par Monsieur Chaurel. Madame Reveste Ségolène. Monsieur Secaldi Michel. Présent. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Champion Yannick, absent. Madame Gogalves Manuela. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantignon Christine, absente. Et Madame Osted Véronique, absente. Voilà. Merci. Les décisions... Monsieur le maire, s'il vous plaît. Si vous permettez, j'aurais une déclaration à faire. Si vous voulez, on vous écoute. Merci. Merci, monsieur le maire, je serai bref. Je m'adresse ce jour aux Bandolais, aux Bandolaises, ainsi qu'à l'ensemble des membres du conseil municipal. Je me suis engagé en politique avec pour seul objectif de participer activement à la vie de Bandol, sans opinion, sans ambition particulière ni arrière-pensée. J'ai travaillé d'arrache-pied, faisant de mon mieux pour honorer les délégations qui m'ont été confiées, notamment la police, l'environnement, la propreté de la ville, les 11 autres postes que j'avais en charge. J'éprouve la satisfaction du travail bien fait, de la mission accomplie. Mais malheureusement, et je le regrette, ma mission s'arrête là aujourd'hui. Je ne souhaite aucune polémique, mais face à l'humiliation et aux fausses informations propagées à mon égard, je ne peux continuer à travailler avec vous, monsieur le maire, qui me salissez à tort. Aux nombreux amis du conseil municipal, je suis certain que vous comprendrez cette décision et en profite pour vous remercier de vos nombreux soutiens. Je me désolidarise donc du groupe de majorité. Je ne rejoins pas pour autant le groupe d'opposition. Je reste conseiller municipal, désormais libre et indépendant. Je voterai les délibérations en mon âme et conscience avec pour seul objectif la recherche de l'intérêt général. Merci, monsieur le maire. Très bien. Alors je vous rappelle que le public n'a pas le droit de manifester. Je pense que les personnes qui applaudissent le savent parfaitement. Monsieur Caparros, vous souhaitez faire une déclaration? Vous m'en autorisez, merci. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les élus, bandolais, je n'ai jamais réagi publiquement depuis plus d'1 an afin de maintenir une forme de stabilité et de cohésion au sein du groupe que je représente et à l'égard de certains élus. Aujourd'hui, au regard de l'attitude inacceptable envers un conseiller municipal digne des délégations qui lui avait été attribuées, je ne peux être que solidaire, sortir de mon silence et lui apporter tout mon soutien. Trop c'est trop, et depuis malheureusement trop longtemps. Ainsi, dans le souci de la justice et afin d'être en accord avec moi-même, je me désolidarise du groupe de la majorité auquel j'appartiens. Je ne rejoins pas pour autant un groupe d'opposition. Je resterai conseiller municipal libre et indépendant. Je voterai en délibération en mon âme et conscience, avec pour seul objectif la recherche de l'intérêt général auprès et après avoir écouté les doléances des bandolais. Merci, monsieur le maire. Je souligne le fait que M. Valéro ne souhaite pas de polémique, donc il n'y en aura pas. Je me permets simplement de constater que les discours sont extrêmement proches, donc je vous suggère
la prochaine fois quand vous faites une déclaration, de la rédiger vous-même. Nous ne sommes pas en campagne politique, monsieur le maire. Bien. Ce que je constate aussi, c'est que... Alors si quelqu'un s'exprime dans la salle, je rappelle une fois de plus que c'est formellement interdit. Et je constate, ça ne me surprend qu'à moitié, mais il se trouve que les séances du conseil municipal, il y a très peu de monde d'habitude. Sauf quand il y a une espèce de spectacle. Et je pense que les personnes qui sont là aussi, ici aujourd'hui, viennent pour le spectacle qui était préparé d'avance. Donc je ne tomberai pas dans le piège de répondre personnellement aux deux conseillers municipaux parce que j'ai discuté avec eux et ils savent quelle est ma position, pourquoi j'ai pris certaines décisions, on en a parlé. Donc je ne rentrerai pas effectivement dans cette politique-là. Et je vous demanderai, une fois de plus, de garder le silence pendant le conseil municipal. Je vous remercie. Donc nous allons passer à la première délibération. Les contentieux d'abord et les décisions. Donc les décisions, elles concernent des régies de recettes, des régies d'avance, fixation d'occupation du domaine public. Les contentieux, il y en a 4. Il y en a 2 qui concernent des affaires en cours, qui sont une requête introduite par M. Misson et une assignation du syndicat des copropriétaires d'ensemble immobilier Horus Bandol, donc aucun commentaire. Une affaire qui concerne le pourvoi en cassation introduit par la société Giromédia. Ça concerne la SARL Massy, qui a été déboutée une fois de plus par le Conseil d'État. Je vous rappelle que ça concernait des enseignes qui fleurissaient sur Bandol. J'avais été saisi par de nombreux bandolais. On a simplement fait appliquer la loi, mais on s'est heurté à une résistance farouche et la mauvaise foi de cette société. Je suis ravi qu'on ait pu leur faire enlever leur enseigne et qu'ils n'aient pas pu gagner en plus devant un tribunal. Il y a un contentieux qui concerne la requête de la SARL Valéjo Promotion. Donc, par requête enregistrée le 2 mars 2016, la SARL Valéjo Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Bandol a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d'une maison existante et la construction d'une habitation de 2 logements sur des parcelles cadastrées situées avenue Albert Ier. Ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L1661 du Code de justice administrative et par un jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté correspondant au permis de construire du 14 septembre 2015 et mis à la charge de la commune de Bandol la somme de 1 000 € au titre des dispositions du Code de justice administrative. Voilà, donc en ce qui concerne les contentieux. Monsieur le maire, je voudrais dire un petit mot sur cette... Monsieur Chaurel. Cette requête introductive. Ce permis donc avait été refusé dans un premier temps sur la base de 2 principes. Nous étions à l'époque, nous avions un conseil qui nous disait que dans ce lieu-là, dans cette zone-là, la loi littorale s'appliquait de façon pleine et entière. Donc nous avons suivi ces conseils. Les 2 points, donc, c'était d'une part l'application de la loi littorale et l'argument était que on ne pouvait pas considérer cette zone comme avec une urbanisation constante, d'une part, et d'autre part, c'est le fameux article 11 de notre PLU, l'article 11 qui stipule que les habitations doivent être, les projets doivent être en cohérence avec l'environnement.
ce permis de construire était avec des toits terrasses, alors qu'à proximité immédiate, il y avait des toits tuiles. Mais l'environnement ne s'étend pas uniquement aux voisins immédiats. Donc, la commune a été condamnée sur cette affaire. Nous avions déjà à l'époque des doutes sur l'application de la loi littorale telle que ce conseiller nous l'a présentée. La confirmation a été donnée, le juge a tranché. Donc la loi littorale s'applique pour les surfaces qui sont réellement en rupture d'urbanisation, ce qui n'est pas le cas sur la totalité de la côte bandolaise pour l'essentiel. Voilà, donc je tenais à souligner ces deux points-là pour bien préciser les choses. C'est le seul procès que nous avons perdu en matière d'urbanisme. Alors, dans la mesure où vous avez donné quelques renseignements sur ce dossier, je précise également que les services de la mairie avaient parfaitement fait leur travail, puisque leur analyse, alors c'est jamais complètement blanc, complètement noir, enfin rarement plutôt dans les dossiers d'urbanisme, mais surtout les instructions de permis, et les services de la mairie avaient conclu qu'il y avait un risque assez important à refuser ce permis de construire, et j'avais pris la décision de le refuser malgré tout, sur la base de ces articles, en sachant qu'il y avait un risque. Et pourquoi prendre ce risque? Parce que effectivement, la construction ne correspondait pas à ce que notre conception de la défense de l'urbanisation de Bandol. Et il faut que vous sachiez qu'on est confronté à cette difficulté. D'un côté, on a des personnes qui, à juste titre, nous disent il ne faut pas bétonner la ville, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, on a un règlement, un PLU, et donc des règles d'urbanisme, des règles de droit, et on essaye de prendre le moins de risques possible et, bien entendu, d'appliquer la loi. Et on s'expose, quand on refuse un permis, à ce qu'il y ait un recours du titulaire du dit permis, et la commune prend des risques en termes y compris financiers. Voilà. Donc cette histoire montre que c'est pas si simple que ça de protéger notre ville. Et par contre, on a un outil qui est extrêmement utile et qu'on utilise, qui est le PLU. Donc on a déjà fait une modification du PLU. Ça nous a permis de diminuer considérablement le nombre de permis accordés, en tout cas en termes de logement. Et s'il n'y avait pas eu un recours contre le PLU initial, il n'y aurait pas eu une multiplication par 4 ou 5 du nombre de permis que nous avons dû accorder en 2016 sur la base du PLU. Voilà. Je pense que c'est important de rappeler ça parce que les Bandolais, à juste titre, souhaitent que leur ville soit préservée et en pratique, c'est pas si évident que ça. Donc cette modification a été faite. Une autre est en vue pour préciser certains points de réglementation et éviter des interprétations un peu des architectes ou profitent de failles, de choses qui ne sont pas tout à fait assez précises dans notre PLU. Donc il y aura une modification qui va être lancée rapidement pour préciser ces points-là. Donc nous allons passer au conseil municipal des délibérations. La première délibération, en fait, elles sont où? Donc décidément, je l'ai oublié, le procès verbal de séance. Le dernier
Donc le conseil municipal du 19 avril et celui du 22 mars. Donc est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ces procès-verbaux? S'il n'y a pas de commentaires, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Parfait. Donc pour les délibérations, nous allons commencer pour des raisons d'horaire par la délibération numéro 19. Je passe la parole à M. Jorel. Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne la convention d'intervention foncière en habitat complexe sur le site Le Panorama, ex-résidence de tourisme Le Bosquet, en phase de réalisation. Donc la commune de Bandol se situe donc dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale de Provence-Méditerranée. Notre commune comprend un parc de résidences principales de 5474 unités. Par ailleurs, son parc de logements sociaux, locatifs sociaux, ne représente que 6,5% du parc de résidences principales. Compte tenu d'un marché immobilier particulièrement tendu, et afin de permettre à ses habitants de trouver un logement à des prix accessibles, la commune a souhaité définir une stratégie d'intervention foncière ambitieuse. Celle-ci souhaite donc développer des programmes mixtes d'habitat, locatif et ou accession sociale et maîtrisée, pour offrir à sa population active des logements sur le territoire communal. La production de logements publics aidés, engagée par la commune ces dernières années, a permis la réalisation de plusieurs programmes de logements sociaux. Cependant, la commune doit satisfaire le taux minimum de 25% de logements sociaux imposé par l'article 55 de la loi SRU. Elle a comme objectif triennal pour la période 2017-2019 une production de 316 logements locatifs sociaux. Elle devra également répondre aux objectifs du programme local de l'habitat de la communauté de communes de Sud-Sainte-Baume. L'établissement public foncier PACA, régi par les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code de l'urbanisme, est un outil au service de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public pour mettre en œuvre des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Le PF-PACA réalise toute acquisition foncière et immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis sur le périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces actions sont conformes aux conditions d'intervention contenues dans son programme pluriannuel d'intervention en vigueur. Ces politiques foncières contribuent à la réalisation d'objectifs ou de priorités définis par son conseil d'administration et traduits dans son programme pluriannuel d'intervention. Le projet de la commune est la réalisation d'une opération de restructuration de l'ancienne résidence Le Bosquet, 6 boulevard du Bois-Morin, en une opération d'environ 80 logements, dont 50% de logements locatifs sociaux. Le PF-PACA a d'ores et déjà préempté, en vente parfaite, le bien objet de cette convention en janvier 2018. Cette décision de préemption fait l'objet de différents recours. Cette intervention s'inscrit dans le deuxième axe d'intervention du programme pluriannuel d'intervention de l'EPF-PACA, favoriser la réalisation de projets d'ensemble économes d'espace. Les objectifs poursuivis par l'EPF-PACA étant communs à la commune et en lien avec les services publics dont elles ont la charge respective, les parties sont convenues d'organiser leur coopération dans le cadre de la présente convention d'intervention foncière. Ainsi, la commune sollicite l'EPF-PACA pour initier une mission d'intervention foncière en phase réalisation sur le site Le Panorama, ex-résidence de tourisme Le Bosquet.
En conséquence, le PFPACA exécutera une mission de réalisation sur le secteur désigné à l'article périmètre d'intervention de la présente convention, dans l'objectif de réaliser une opération d'habitat complexe issue d'une acquisition unique dans le cadre d'une intervention en habitat multisite. Donc, je vous remercie. Nous allons commencer par Monsieur le maire, une présentation. puis-je dire un mot? Nous allons commencer, Monsieur Caparros, vous aurez la parole tout à l'heure. Nous allons commencer par une présentation par Monsieur Bertucci, qui est directeur de l'EPF régional, de manière à vous présenter de manière la plus précise possible ce projet et tous les détails administratifs et la mission que remplit le PFPACA dans ce dossier. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Vous précisez que ce bien a été un de préemption dans le cadre de la carence dont fait l'objet la commune. C'est un droit de préemption qui a été délégué par le PDA. Donc c'est un droit de préemption qui échappe à la commune, qui est carencé aujourd'hui. Donc cette préemption est intervenue sur la base d'une vente qui est passée entre donc, le propriétaire, l'ancien propriétaire, c'est le groupe Humanis avec un acquéreur, purge du droit de préemption. Nous avons constaté plusieurs éléments qui ont attiré notre attention, notamment un facteur assez surprenant au niveau du prix, puisqu'on constate des ventes sur cette résidence qui sont 2 à 3 fois supérieures au prix de vente de cette masse de logements. Donc, premier facteur qui a attiré notre attention. Deuxième facteur, la faculté d'avoir un levier assez intéressant pour développer un projet. Troisième facteur, projet qui serait, bien sûr, qui sera en acquisition-amélioration, c'est-à-dire de la réhabilitation, puisque c'est un patrimoine qui sera rénové, réhabilité, mais certainement pas détruit, puisqu'il est classé au patrimoine remarquable du XXe siècle. C'est un bâtiment qui ne fera bien sûr l'objet de trouver que dans ce cadre de réhabilitation, dans le cadre d'une organisation afférente. Depuis le mois de janvier, l'EPF est propriétaire. L'EPF-PACA c'est un établissement public industriel et commercial, AMEPI. C'est un établissement de l'État, un outil au service des politiques foncières de l'État, des collectivités. Le but ici est de conserver la création de ce bâtiment de logement, de développer progressivement un projet qui verrait la réalisation d'environ 80 logements, dont 50% de logements sociaux. Un projet qui sera mené sur le terme, puisque nous entrons à peine en phase propriété, un bien, donc on vient d'être propriétaire, et comme cela est exposé, on fait face également de nombreux recours qui ne nous ont pas empêché d'acheter, mais qui sont là, et qui nous traiteront, et qui mettront le temps qu'il faudra, tant que nous utiliserons par masqué pour montrer le projet. Ce que je voudrais aussi préciser un point sur la résidence SCI qui est devenue, donc depuis le mois dernier, notre locataire. Nous avions constaté dans la promesse de vente, puisque cette résidence est en vente également, il y avait les murs, mais il y avait également le fonds de commerce. Nous avions relevé un engagement de l'acquéreur à maintenir pendant 2 ans l'activité. C'était l'engagement qui avait été promis, sans qu'il n'y ait aucune obligation de notre part. Nous pouvons reprendre cet engagement de maintenir cette activité pendant 2 ans si c'est le souhait de la SCI, de la SARL. Voilà, je suis à votre écoute s'il y a quelques précisions à vous apporter. Merci. Bon, donc un grand merci à M. Bertucci.
Il y a des questions qui vont peut-être concerner le côté technique et auxquelles il pourra répondre. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est plusieurs choses dans ce dossier. La première, c'est que on m'a effectivement reproché d'avoir donné un accord. Sur une opération comme celle-là, M. Bertucci l'a rappelé, nous sommes à un prix de vente qui est très très inférieur au prix du marché, et la préfecture et le PF ne pouvaient pas laisser passer une opération comme celle-là sur un territoire où il y a malheureusement aussi peu de logements sociaux, en tout cas par rapport à l'objectif qui nous est imposé par la loi, qui est de 25% de logements sociaux. J'ai eu l'occasion à maintes reprises d'expliquer aux différents préfets successifs que c'était impossible à Bandol de parvenir à un tel pourcentage. Le préfet en est conscient. C'est la raison pour laquelle nous avons eu, j'ai même reçu un courrier du préfet il y a quelques mois soulignant les efforts effectués par la ville de Bandol. Et c'est la raison aussi pour laquelle, lorsque le conseil municipal a voté l'autorisation de signer le contrat de mixité sociale, il était marqué en préambule que tout ça prenait en compte les particularités géographiques et les difficultés de la ville de Bandol. Donc il faut bien comprendre que sur une opération avec un prix de vente aussi bas, la préfecture et le PF n'allaient pas rester les bras croisés. Donc il était illusoire de s'opposer à ce projet. Alors est-ce que ce projet nous convient? En termes de logements sociaux, je pense que la ville en a besoin, et je suis parfois assez surpris parce que les mêmes personnes qui disent attention, il y a trop de logements sociaux à Bandol, nous allons avoir une fréquentation, nous allons avoir la cité verte, etc. C'est un chiffon rouge qui est parfois agité. Je retrouve parfois ces mêmes personnes qui viennent à la permanence demander un logement social pour quelqu'un de leur famille. Alors nous faisons le maximum avec Jean-Michel Maes qui a la responsabilité de l'action sociale, et c'est une vraie difficulté. Il faut que vous sachiez quand même que il y a énormément de demandes, et il y a notamment 300 demandes, un peu plus de 300 demandes de Bandolais. Et nous ne pouvons pas les satisfaire parce qu'il y a très peu de logements. Alors encore une fois, le but n'est pas d'atteindre les objectifs parce que à Bandol, géographiquement, on ne peut pas, mais nous faisons des efforts pour qu'il y ait des logements et qui profitent notamment aux familles bandolaises. Il y en a quelques-unes qui sont en grande difficulté et qui en ont besoin. Ceci dit, il y a un autre aspect que bien entendu ne nous a pas échappé, c'est que c'était une résidence de tourisme avec une fréquentation. L'offre touristique à Bandol, nous y sommes attachés. Il faut savoir quand même que dans l'acte, M. Bertucci a abordé cette question. Il souligne que le PF n'est pas obligé de maintenir pendant 2 ans les emplois, mais ça veut dire aussi que dans l'acte de vente, il était prévu qu'il soit maintenu seulement pendant 2 ans. C'est-à-dire que cette opération immobilière, pour ceux qui pensent que le but était de conserver l'activité des bosquets et de conserver les emplois, je pense que
l'acte de vente montre qu'on peut avoir de gros doutes. Et ce même acte prévoyait déjà la possibilité, au bout de 18 mois, donc avant même ce délai de 2 ans de conservation des emplois, la possibilité était écrite en toutes lettres, la possibilité de vendre déjà les bosquets. Il faut savoir aussi que le chiffre d'affaires est en baisse, une masse salariale extrêmement élevée. Ça, ce sont des chiffres qui sont réels, une baisse depuis 3 ans. En ce qui concerne l'offre touristique, effectivement, quand il s'agit de menaces d'emploi, forcément ça ne nous fait pas plaisir. En ce qui concerne ce projet, je pense vous avoir expliqué que la conservation des emplois n'était pas forcément prévue par les investisseurs. Bon. Ça pose aussi une difficulté pour nous, puisque le Bosquet fait partie des établissements qui nous ont permis d'obtenir la station tourisme. Donc ça, Madame Eck pourrait vous en parler mieux que moi. On sera obligé, mais on a un délai, dans les 12 ans qui viennent, de compenser cette perte. Et on a, je pense, on a le désir de maintenir cette offre touristique la plus importante possible sur Bandol, et on a favorisé le déblocage, on va dire, de certains projets, comme celui du Bandolia, celui du Splendide. Donc j'ai même contacté le promoteur pour lui dire qu'il y avait peut-être dans les mois qui viennent des emplois qui seraient supprimés, et que dans ce projet-là, ce serait pas mal qu'il puisse y avoir une reprise. Donc bon, ce sont des contacts qui ont été pris. C'est simplement pour vous dire que cet aspect-là nous tient aussi à cœur, comme à vous. Monsieur Chorel, peut-être qu'on passe aux questions, à moins que d'autres compléments par rapport à ce dossier. Alors, y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. Alors, j'ai des questions concernant la convention. Donc, j'en ai quelques-unes, donc je vais vous donner les pages. Le préambule, page 3. Compte tenu d'un marché immobilier particulièrement tendu et afin de permettre à ses habitants de trouver un logement à des prix accessibles, la commune a souhaité définir une stratégie d'intervention foncière ambitieuse. Je reprends le terme, afin de permettre à ses habitants. Qu'en est-il suite à l'arrêté de la préfecture de décembre 2017? Avez-vous récupéré le contingent? Le contingent, c'est pas possible de le récupérer aussi facilement que ça. Donc comment pouvez-vous garantir qu'effectivement il y aura une partie de ces logements qui iront au Bandolais? Alors aujourd'hui, on est pour parler avec la préfecture. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que le fait que nous soyons en carence, et je vous rappelle que cet arrêté de carence n'est que la prolongation. Il y avait déjà un arrêté de carence en juillet 2014. Donc encore une fois, je ne jette pas la pierre à mes prédécesseurs, parce que je vous rappelle une fois de plus que le public ne doit pas intervenir. Si vous êtes venu uniquement pour perturber les débats, je pense que ce n'est pas le lieu. Donc je poursuis. Le but n'est pas de critiquer mon prédécesseur. Il a fait ce qu'il a pu en la matière. Il était arrivé à 70 ou 74%, j'ai oublié, de l'objectif, ce qui était déjà pas mal. Et malgré ça, donc il y a eu un arrêté de carence qui a été pris en juillet 2014, et effectivement le contingent préfectoral donc échappe à
échappe de manière légale à la commune. Et il y avait une convention qui permettait de le récupérer. Cette convention, j'ai rencontré les principaux dirigeants de la préfecture il y a quelques semaines et je demandais effectivement de récupérer non seulement... il faut que je vous explique aussi une chose, il y a la loi Citoyenneté et Habitat qui est passée par là et en substance elle dit que lorsqu'une commune est en carence, elle perd non seulement le contingent préfectoral mais aussi le contingent communal. Le courrier dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais reçu du préfet il y a quelques mois, disait que compte tenu des efforts effectués par la ville de Bandol en matière de logements sociaux, cette loi ne serait pas appliquée à la lettre et que nous serions consultés pour les attributions de logements concernant le contingent communal et pour les premières attributions du contingent préfectoral. Donc quand j'ai rencontré les autorités de la préfecture avec le secrétaire général, le directeur général à la DTM, la sous-préfète, etc., donc je leur ai dit, compte tenu justement de ces efforts que vous avez vous-même soulignés, je souhaiterais que nous conservions non seulement l'attribution du contingent communal, l'attribution du premier contingent préfectoral, en tout cas que nous intervenions et que nous soyons associés à la décision, aussi le stock de logements de la préfecture. Et donc là, ils m'ont répondu, et je pense que c'était des arguments imparables. La première chose, c'est de dire la convention qu'il y avait jusqu'à présent ne disait pas autre chose, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le stock du contingent préfectoral. Et un autre argument que je ne pouvais pas contester, c'est que